Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Hello Fabienne, comment il est? Les la même et ou même Yon. Moi ça va, le compte à rebours est lancé, il ne me reste que 100 jours avant mon retour au pays. Tu dois avoir vraiment hâte de rentrer dans notre petite île chérie. Moi, pendant ce temps, je vais continuer d'explorer Paris. Et d'ailleurs, la ville est aux couleurs du mois des fiertés puisqu'on est déjà en juin. Oui, et aujourd'hui pour célébrer à notre façon le mois des visibilités LGBTQ+, je reçois à notre micro Brandon, artiste plasticien et président de l'association Requeer. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est d'être queer en 2024 à La Réunion. Waouh, il est aussi à l'origine de la marche des fiertés 974 avec Mathilde Lebon qu'on a interviewé également si je me souviens bien. Oui, on va discuter de son engagement qui est inséparable de son art. Il nous raconte aussi comment il a créé son collectif Requeer Réunion, cet espace d'expression artistique et de représentation inédit dans l'océan Indien. J'ai vraiment hâte de découvrir son histoire. Tu vas voir, c'est aussi un travail de mémoire qu'il fait à travers son art aux quatre coins de la francophonie. Bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Hello Brandon, comment il est? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui. Et avant de commencer, je tenais vraiment à te dire que je suis fier de t'avoir à notre micro pour tes engagements. Oh. Moi, je t'ai découvert sur Instagram, un micro à la main, à la tête du cortège de la première marche des fiertés à La Réunion. Et je te l'avais tout de suite dit sur Instagram, ça avait vraiment fait quelque chose. J'étais fier de voir ça, heureux de voir ça. Et c'est aussi de cet engagement dont on va parler aujourd'hui. Et depuis, je suis tes aventures plus ou moins engagées pour la communauté queer LGBTQ+, de La Réunion et au sein de ton association Requeer. Je suis aussi tes aventures artistiques aux quatre coins de la France, du monde même, puisque j'ai vu que tu étais récemment en Guyane et qu'en ce moment même, tu es à Marseille. Exactement. Donc on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai plein de questions à te poser. Et la première question, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu te présenterais à quelqu'un qui fait le vol Réunion-Paris à tes côtés et qui ne te connaît pas encore? Ok. Alors, je suis Bordeaux Jakara et j'ai l'habitude de me présenter comme un artiste, plasticien, chercheur. Après, ça dépend qui j'en fasse, mais généralement, je dis que je suis engagé pour les luttes LGBTQA+, et président de l'association Requeer. Voilà. Très bien. Donc, on va parler de tout ça, la partie artistique et la partie engagement aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer justement sur la partie artistique. Tu es assez jeune, très jeune même. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé les créations artistiques? Quel a été le déclic? Alors, en fait, je crois que c'était un peu un hasard. Genre, je pense que comme tous les enfants, je dessinais et j'étais très fan des Wings Club. Et du coup, je dessinais des fées, j'imaginais des petites fées, etc. Et à la base, moi, je voulais être animateuriste 2D, 3D, donc créer des dessins animés. Et donc, j'ai passé un concours, mais j'ai passé le mauvais concours parce que j'ai mal été conseillé par ma conseillère d'orientation. Donc, j'ai passé le concours des Beaux-Arts à l'École supérieure d'art de La Réunion, au port. Et donc, je l'ai eu. Et une fois l'avoir eu, les enseignants m'ont dit non, tu vas pas devenir animateur 2D, 3D. Et finalement, c'est un heureux hasard parce que je pense que l'animation m'aurait pas plu plus que ça, je veux dire techniquement. Donc, elle t'a mal orienté, mais finalement, elle t'a bien orienté. C'est-à-dire que tu aurais dû aller à l'ILOA pour faire simple et t'es allé aux Beaux-Arts. Exactement, voilà. Du coup, oui, elle m'a bien orienté. Parce qu'elle m'avait dit que j'avais pas ma place et tout. Bref, du coup, moi, je l'ai eu quand même. Donc ça, c'est cool. Sachant que moi, je viens de Saint-Benoît. Du coup, on se met vite à rêver qu'on habite à Saint-Benoît. Et donc vraiment, je pense que c'est le rêve qui m'a beaucoup animé dans mon travail artistique. Et c'est devenu une nécessité parce que je pense que mon travail artistique m'a permis de m'assumer en tant que personne gay, ensuite en tant que personne non-binaire. Je pense que ça participe beaucoup à mon émancipation.
Et le déclic, du coup, c'est au niveau des études, c'est-à-dire que après ton bac, tu as décidé de poursuivre ta pratique artistique, d'abord de façon académique, et après, au-delà du cadre académique, comment ça s'est développé après? Bah, en fait, on va dire que les arts plastiques, ou en tout cas l'art contemporain, ça n'a pas été quelque chose d'ultra naturel, puisque dans tous les cas, ma famille n'est pas forcément baignée dans l'art contemporain, ni dans tout ce qui est un peu culturel. Enfin, quand je veux dire culturel, plutôt exposition, théâtre, cinéma. Et donc, ça s'est fait, oui, effectivement, de manière académique au début, et ensuite en termes de nécessité. Et je pense que mes premières productions visibles un peu, ça a été un projet qui s'appelle PD pour demain, qui est en fait un projet politique un peu humoristique. C'est un personnage qui s'appelle Dominique Payette, qui est en pleine campagne électorale et qui en fait parle de son parti politique qui s'appelle Pour Demain. Et donc en fait, ce parti politique n'est pas présenté comme un spectacle, comme un théâtre, c'est vraiment présenté comme un projet politique où les personnes qui entendent mon discours pensent qu'il y a vraiment une élection à l'approche, ou en tout cas que je suis un candidat ou une candidate. C'est vraiment se réapproprier une insulte pour en faire une force, donc l'insulte PD, et en faire un projet d'avenir, donc PD pour demain. Et donc Dominique Payette, qui est le président, qui est à la tête de ce parti politique, en fait reprend un discours de Monique Wittig. Monique Wittig qui a écrit en fait un livre qui s'appelle La pensée straight et qui explique en fait à un certain moment où comment l'hétérosexualité est un régime politique dans le monde et qui exclut les personnes homosexuelles, les personnes LGBTQ+, les personnes non-binaires, enfin de toutes les personnes qui s'écartent de l'hétérosexualité. Donc, si je te suis, dès ta première création, donc qui était une sorte de performance multimodale finalement, puisque c'était, de mémoire, c'était à la fois un discours et une représentation. Dès ta première création officielle, on va dire, en tout cas celle que tu as montrée à un public, tu avais vraiment le lien de ta pratique artistique et de ton identité queer. D'une part, et de mon identité aussi politique, donc ça a toujours été vraiment le croisement entre mon militantisme, qui n'était pas encore complètement développé et assumé à cette époque, à mon travail artistique, c'est-à-dire comment la culture vient m'aider à partager un propos, mais complètement politique, au sens propre. Donc l'artistique, c'est le médium à ton engagement politique, c'est ce que tu es en train de me dire, en tout cas dès le début de ton parcours artistique. Absolument. C'est vrai qu'au début, l'enseignement artistique à l'École supérieure d'art me demandait de séparer, mais moi, j'ai pas voulu séparer, donc j'ai tout de suite croisé ces deux pratiques, le militantisme et la culture, l'art contemporain, la vidéo, etc. Je sais pas si je peux déjà parler de ça, mais en fait, il y a l'organisation de la marche des visibilités LGBTQ+, à La Réunion. En fait, ça a d'abord été un projet artistique avant que ça devienne un projet politique et ensuite annuel. Et qu'est-ce qui a fait que tu as été conscientisé dès le début? Donc les pratiques artistiques, c'était une envie personnelle et ton parcours académique, mais cet engagement politique, il est né d'où en fait? En fait, cet engagement politique, il est né surtout sur la prise de conscience des nombreuses injustices que je vivais. En fait, je comprenais pas pourquoi on était discriminé parce qu'on avait une identité sexuelle de genre différente de la norme, et notamment toutes les dominations. Donc j'étais pas d'accord, et j'étais pas d'accord de vivre dans un monde où c'était pas permis de vivre pleinement son identité de manière librement, parce que c'est pas un choix, pour rappeler. Et donc en fait, je me suis dit, je vais mettre toute mon énergie à vivre librement, et c'est ce que je veux faire dans la vie. Mais la question que je me pose, c'est t'avais quel âge? T'étais au sortir du lycée, t'avais déjà ça en toi, cette... Je pense que déjà en moi, j'avais la question de la représentation. De base, j'étais beaucoup dans la représentation. Voilà, j'étais au lycée, je me transformais, on va dire. Je me maquillais. Enfin, j'étais beaucoup dans quelque chose de théâtral. Je faisais du théâtre aussi au lycée dès la seconde. Et même avant, j'étais, je pense, beaucoup dans la représentation. Je pense que le côté politique est vraiment arrivé au moment où je me suis accepté en tant que personne gay, non-binaire. C'était vers quel âge? Alors, quand je me suis assumé en tant que personne gay, c'était à 19 ans. C'est-à-dire que tout le moment avant mes 19 ans, je me disais hétérosexuel. Mais bon, enfin, je me disais hétérosexuel parce que c'était pour me protéger, c'était pour me dire qu'il fallait que je rentre dans la norme, parce qu'en fait, on me disait que c'était mal, et je pense que j'étais très mal entouré aussi. Et donc, à 19 ans, moi, je suis à l'École supérieure d'art. Je croise des personnes qui vivent leur homosexualité pleinement. Et je rencontre un ami qui s'appelle Abel Techer, qui est artiste plasticien aussi, qui, lui, vivait pleinement sa sexualité. Donc, c'est à partir de là où je me suis dit, ah ouais, bah,
c'est ok d'être homosexuel. Ah, c'est arrivé assez tard finalement. C'est arrivé très tard, ouais. Ça arrive quand ça arrive, mais ce que je veux dire, c'est que en voyant ton parcours, on aurait pu imaginer que c'était arrivé plus tôt dans ta vie personnelle, quoi. Non, mais je sais que j'ai une amie qui est décédée depuis, qui était mon enseignante. Du coup, quand j'ai fait un coming out, elle arrêtait pas de dire que mon coming out était spectaculaire parce que je passais d'hétérosexuel à le slogan « Nous toutes les PD ». Donc, nous sommes tous PD dans mon projet PD pour demain. Et du coup, je pense que mon projet PD pour demain, c'était un peu mon coming out aussi un peu public. Parce que moi, mes parents ne le savaient pas. Ils ont appris de manière publique mon homosexualité à la télé. Et donc, ils sont venus à un de mes meetings. Donc, la télé, il y avait un meeting parce que j'étais programmé dans un théâtre à un moment donné à La Réunion. Et du coup, il y avait une communication sur la télé. Et donc, ils ont vu ça et ils sont venus. Et du coup, c'était un peu leur manière de dire, il n'y a aucun problème, Brandon, on te soutient. Donc c'est vraiment un entrelacement. Ta vie publique, ta vie artistique et ta vie finalement politique sont vraiment liées. Donc moi je trouve ça super intéressant et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir à notre micro. Et alors on comprend que la première œuvre c'était vraiment finalement à l'intersection de tous ces messages. Et tu nous parles de tes sources d'inspiration qui sont notamment Dominique Wittig autour du féminisme et la dénonciation des oppressions et des catégorisations de genre. Est-ce qu'il y a d'autres messages que tu transmets à travers tes créations ? Oui, je pense qu'il y a aussi la proposition Requeer. En fait, Requeer, avant que ça devienne une association, ça a d'abord été un projet artistique. Il y avait tout ce travail en collectif, c'est-à-dire qu'en fait, le mot queer, il y a cette nécessité du nous qui défendons toutes ces discriminations, toutes ces oppressions liées aux personnes LGBTQIA+. Mais après, avec le projet Recours, c'était aussi dénoncer à tout ce qui est lié à la colonialité, au racisme. Et donc, d'emblée, j'ai proposé un espace pour la communauté queer à La Réunion. Donc, pour expliquer le terme requeer, en fait, c'est l'abréviation de réunion et le préfixe de refaire, repenser, redéfinir. Et le terme queer, en fait, c'est ce mot anglais qui, on va dire, refuse toute catégorisation. Et que tu as créolisé depuis, enfin avec le collectif que vous tentez de créoliser au fur et à mesure. Qu'on a créolisé, oui. Du coup, il y a la traduction réunionnaise, donc KWIR, qui, on va dire, a vu le jour vraiment en... Enfin, on en parlait déjà, mais en 2021, c'est vraiment pendant la marche des visibilités qu'on a commencé à parler vraiment de queer réunionnais, donc KWIR. Mais c'est super important, en fait, cette traduction, parce qu'en fait, ça permet de situer les queers de La Réunion, parce que je pense que le queer, Q-U-E-E-R, c'est une autre réalité. Bien qu'on peut s'y retrouver dedans, je pense que le KWIR, ça ramène d'autres réalités. C'est la réalité réunionnaise, c'est-à-dire le contexte géographique, le contexte politique, notre culture. Et donc, c'est pas les mêmes oppressions qui sont vécues. Et donc, ça met tout ça dedans. Ça met tous ces enjeux-là dans le KWIR, le queer KWIR. Alors, on comprend bien que tout est dans l'intersection, tout est mélangé. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé avant Requeer et quel est le lien entre Requeer, donc le mouvement que tu expliques très bien, et la marche des fiertés. Parce que la question, moi je suis un peu plus âgé que toi, et la première question que je me suis posée quand j'ai vu... c'était en quelle année la première marche ? Le 16 mai 2021. 2021, je me suis dit pourquoi si tard ? Et en même temps, c'était une évidence que ça devait se passer. Donc est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse de ce projet ? Je le découvre maintenant, que tu dis... artistique d'abord et qui maintenant est à l'intersection, encore une fois, c'est créatif, c'est politique. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la genèse de ce projet ? Oui, alors on va dire que avant le projet Requeer, je militais ou je m'étais engagé plutôt dans d'autres associations. Il y en avait 2 à l'époque à La Réunion qui militaient pour les luttes LGBTQIA+, mais il y avait quelque chose que je comprenais pas, c'était pourquoi il y avait que des personnes gays, cis, blanches au milieu de ces associations. Et donc, j'avais un vrai problème, c'était que moi, de mon côté, je ne me reconnaissais pas. Juste, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que ça veut dire cis ? Alors, cisgenre, pour se faire simple, c'est l'inverse de transgenre. Pour faire le plus simplement possible, c'est être j'aime pas ce mot, mais être en accord avec son genre et son sexe biologique. C'est-à-dire être un homme avec un sexe biologique masculin. Et un look d'homme. Voilà ça. Donc c'est ça, pour faire simple, c'est être cisgenre. Alors qu'une personne transgenre, c'est de ne pas être en accord avec son sexe biologique. Très clair.
Donc tu disais que les associations qui existaient avant Mm. manquaient, selon toi, de représentation en termes de couleurs notamment et en termes d'identité. De genre aussi, et d'identité Ok. de genre. Donc en termes de représentation, mais aussi en termes de proposition d'action. C'est-à-dire, j'ai pas la prétention de dire que j'ai organisé la première marche des visibilités de La Réunion avec le collectif Queer, mais un peu en même temps. Parce que il y a eu des tentatives. Je sais qu'il y a eu des tentatives les années avant à La Réunion, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça parlait à un certain type de population qui ne concernait pas du tout les Réunionnais et les Réunionnaises LGBTQIA+. Et donc ça, c'était un vrai problème et je l'avais déjà, on va dire, analysé, je l'avais déjà pointé du doigt. Moi, quand je commence à m'engager dans les associations existantes, c'était en 2015. Et Recours voit le jour en 2019. Donc, pendant tout ce temps-là, je me rends compte ce qui me manque. Et donc, entre-temps, moi, je vais en Erasmus à Bruxelles et je découvre en fait tous les termes comme le mot intersectionnalité. Et je découvre le travail d'une artiste. Elle faisait de la photographie et en fait, dans ses photos, en fait, elle représentait des personnes lesbiennes noires. Et du coup, elle disait que ces personnes-là vivaient une triple discrimination. Donc, en tant que femme, du sexisme, en tant que lesbienne, la lesbophobie, en tant que personne noire, du racisme. Et que c'était vécu de manière simultanée. Et donc c'est ça l'intersectionnalité, on est d'accord? Alors l'intersectionnalité, c'est un mot qui a été inventé par Kimberlé Crenshaw au début des années 2000, même un peu avant. Donc c'est un outil qui permet de comprendre qu'on vit dans un monde qui est jonché de multiples discriminations. Par exemple, comme j'ai dit, si on est une femme lesbienne, noire, c'est vivre de multiples oppressions. Et donc c'est quelque chose qui est vécu de manière imbriquée. C'est-à-dire que donc il y a des personnes qui bénéficient d'un certain privilège et d'autres personnes un peu moins de privilèges, on va dire. Et donc c'est important en fait pour se dire qu'effectivement, on n'a pas les mêmes privilèges pour faire telle ou telle chose. Et donc c'est important pour avoir cette grille de lecture pour comprendre le monde. Essentiel. Essentiel, ouais. Et donc pour finir, je fais ce constat-là. Donc en revenant à La Réunion, avec tout ça en tête, en me rendant compte que les Réunionnais et les Réunionnaises sont à la croisée de nombreuses discriminations, donc je décide de créer Requeer. Avant que ça devienne une association, ça a d'abord été un projet artistique, ensuite un collectif, et l'année suivante, une association. Voilà. Vous étiez combien au début? C'est vraiment super variable. Je ne saurais pas te dire parce qu'en fait, ce sont des personnes qui se rassemblent plutôt autour d'un événement, autour d'un projet. Donc, on pouvait être 50, comme on pouvait être 10 à un moment donné. Donc voilà. Après, avant d'arriver à la marge des visibilités, il y a eu tout ce travail. C'est-à-dire qu'en fait, de 2019 à 2021, je faisais des propositions de conférences, de séminaires. Par exemple, j'organisais un séminaire à La Réunion qui était sur la question du retour des personnes LGBTQIA+ à La Réunion, sur la question de la diaspora aussi. Et donc, j'avais invité Mathilde Lebon, Raya Martini. On a reçu à ce micro. Oui, exactement. Shenara Tonjabi, qui est une drag queen, et Luna Ninja. Donc, on a fait un peu cette table ronde à ce moment-là. Donc, il y avait aussi la question de la marche, de l'organisation d'une Pride. Donc, il y avait des gens qui étaient pour, d'autres contre. Il y avait un peu un discours qui disait que si on faisait une Pride à La Réunion, est-ce que c'est pas ramener une culture qui n'est pas la nôtre? Enfin voilà, il y avait tout ce propos-là. Donc, c'est un travail qui s'est renouvelé. Je veux dire, j'ai fait d'autres événements, j'ai proposé d'autres choses au courant de l'année, jusqu'en, du coup, en 2021, le moment où je vis du cyberharcèlement. Donc, je reçois de nombreux messages et même des menaces de mort. Alors, du coup, le harcèlement, il est plus sur les réseaux à ce moment-là? Parce que là, tu avais gagné en visibilité déjà avant la Pride. C'est ça. Ok. À ce moment-là, en fait, je m'étais rendu compte que parfois, en fait, dans le militantisme, ça peut être excluant. C'est-à-dire qu'en fait, pas toutes les personnes créoles réunionnaises, pas toutes les personnes LGBTQ+, ont un bagage militant. Et c'est vrai que ça peut être un peu excluant d'organiser un séminaire et d'utiliser des mots qu'on ne côtoie pas habituellement. C'est pour ça que j'avais fait des choses beaucoup plus, on va dire, joyeux, on va dire. J'avais commencé à faire des lip-sync, donc de la synchronisation labiale, c'est-à-dire de mimer des chansons. Donc j'avais fait des lip-sync sur des chansons populaires à La Réunion, comme une chanson qui s'appelle Rack Partout. Et je trouvais ça important, en fait, de faire un lip-sync pour la question des représentations, pour la question des modèles, parce qu'en fait, je trouvais que certaines musiques pouvaient être, on va dire, sexistes, ou en tout cas, les personnes qui chantent étaient beaucoup dans une représentation très masculine. Et ça ne laissait pas beaucoup de place aux personnes queer, aux personnes féministes, à travers la musique dancehall, etc.
Et donc c'est pour ça que je commence à faire des lip sync que j'ai publiés sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et donc ça a été repris. Les personnes ont téléchargé ma vidéo, ils l'ont publié sur des pages, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et donc j'ai vécu un cyberharcèlement à ce moment-là. C'est la première fois où mon travail a été autant repartagé, mais négativement. Est-ce que tu as eu beaucoup de réactions positives aussi ? Quand même, j'avais quand même beaucoup de personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé complètement. Une vague de soutien aussi. Donc, ce qui m'a donné la force d'aller déposer plainte d'ailleurs. Parce qu'avec les menaces de mort, forcément, ça fait peur. Et donc, j'ai déposé plainte. Ma plainte n'avait pas été prise pour la première fois que j'ai déposé. Le commissariat n'était pas OK avec le fait de prendre une plainte parce que les personnes qui m'accueillaient disaient que l'homophobie n'existe pas à La Réunion. Et que le racisme n'existe pas non plus. Et donc, c'était horrible. Mais donc, j'ai pas pu déposer, mais j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est vraiment une force, parce que du coup, j'ai pu ensuite parler dans les médias et dénoncer en fait cette injustice. Ouais, c'est ta caisse de résonance. C'est à ce moment-là que tu as commencé à être plus visible. Clairement. Et c'est à ce moment-là que tu es devenu un étendard, ou en tout cas un porte-étendard de, j'allais dire, de la culture queer réunionnaise, en tout cas. Oui, en tout cas, oui, ça a vraiment fait écho à beaucoup de personnes LGBT à La Réunion, parce que je sais que les personnes LGBT, les plaintes ne sont pas systématiquement prises, même si on a des preuves, parce que moi j'avais des preuves, des personnes qui se sont fait agresser n'avaient jamais pu déposer plainte. Donc je pense que oui, ça a fait écho à plein de réalités, donc c'est bien pour ça que ça a fonctionné. Donc ça vient encore finalement d'un stigmate. En fait, c'est presque la genèse même de la première Pride de New York qu'on retrouve à La Réunion. C'est incroyable. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est parce que il y a eu une stigmatisation que vous avez eu envie, à travers ton exemple, qui est malheureusement symptomatique à mon sens de ce qu'on subit quand on est queer à La Réunion. En fait, c'est ça aussi la genèse de la marche des fiertés à La Réunion. Clairement, parce que du coup, moi, j'ai vécu ça. Incroyable. J'ai vécu ça donc en novembre. Ensuite, Mathilde Lebon, en fait, elle a vécu la même situation avec une pancarte qu'elle avait levée à Paris pendant la marche des visibilités lesbiennes. Donc, elle disait « lesbiennes queer, on existe ». Et donc, en fait, en réponse à ça, parce que du coup, forcément, ça fait écho encore à moi, et du coup, ça m'a rappelé mes traumatismes de cyberharcèlement, c'est là où, d'abord, je décide d'écrire un texte avant d'organiser la marche. Je décide d'écrire un texte et, en fait, je m'imaginais cette marche qui était organisée. Enfin, de toute façon, tout le monde s'était dit « impossible qu'il y ait une marche à La Réunion. L'homophobie est trop présente. » Nos sœurs et frères à Delphes de l'île Maurice venaient de se faire annuler leur Pride. Donc, impossible d'organiser une Pride. Donc, moi, je me suis dit, allez, allons imaginer en fiction, en faisant une fiction, m'imaginer qu'il y a une marche et qu'est-ce que je dirais pendant cette marche. Donc, j'ai écrit ce discours-là, je l'ai imaginé et en fait, après l'avoir écrit, je me suis dit, parce que je l'avais écrit aussi pour... Tu l'as encore ? Ouais, je l'ai toujours, ouais. On le partagera alors. De ouf. Bah, du coup, justement, j'en ai fait une vidéo. Et du coup, la fiction m'a donné les outils, en fait, d'une certaine manière, pour avoir un impact dans la vie réelle. Donc, une fois que je l'ai écrit, qui était donc censé être fait pour une performance, je me suis dit, mais en fait, finalement, allons l'organiser. C'est pas grave si on est à 20. Allons faire quand même. Magnifique. Et du coup, le soir même, j'appelle quelqu'un qui a l'habitude de faire des événements. Et cette personne-là me dit, bah, tu fais ça, tu fais une déclaration de manifestation sur voie publique à la préfecture. Mais il me disait que ça va être très compliqué parce qu'il y a le Covid, les rassemblements sont interdits, on ne pouvait pas se rassembler plus de 10 personnes, je sais plus, et que ça allait être impossible. Il faut l'imaginer quand ce sera plus simple pour tout le monde. Et moi, je me suis dit, bah non, on y va quand même. Pas capablement sans essayer. Exactement. Et donc voilà, j'ai continué, je l'ai fait. J'ai mis sur les réseaux sociaux et c'est là où plusieurs personnes qui m'ont rejoint, donc Mathilde Lebon, mais aussi d'autres personnes de la communauté LGBTQ+. Mais c'est un travail qui a été mené depuis avant parce qu'en fait, je pense que le Covid, malgré tout, a aidé en fait à ce qu'on se rassemble sur les réseaux sociaux et qu'on ait un peu d'impact dans le monde en fait. Parce que je pense que si j'avais pas vécu ce cyberharcèlement, si j'avais pas été visible à ce moment-là, j'aurais pas pu proposer cet événement-là et ça aurait pas pris de l'ampleur, je pense. Donc c'est vraiment un mouvement collectif. Donc, il s'est fédéré autour de l'association. Malgré eux, grâce aux haters, que l'événement a mobilisé, quoi. Ah bah oui, c'est grâce aux haters. Mais de toute façon, c'est une réponse, en fait, face aux haters. Ouais. Comme souvent, c'est vraiment le retournement des stigmates. C'est pour ça que c'est incroyable que ce soit une reproduction sans le vouloir. Il n'y avait rien de conscientisé, mais c'est vraiment une reproduction de la genèse de la première Gay Pride qui a eu lieu à New York, qui a été créée parce qu'il y a eu une répression policière à ce moment-là. Donc, je le dis comme je le pense. Oui, vous avez écrit l'histoire, quoi.
De toute façon, cette marche, c'est vraiment politique, quoi. C'est là où je pense qu'il y a eu des réticences, en fait, à un moment donné, sur cette organisation-là. C'est qu'en fait, tout le monde a cette image de la Pride, de la gay Pride, c'est-à-dire c'est la fête. Festive. Voilà, et on n'est que dans un truc de représentation, on n'est que dans l'alcool et que dans le capitalisme. Enfin, c'est un peu l'image que moi j'avais de la Pride en enlevant tout ce côté politique. Bon, évidemment, la fête, pour moi, c'est politique. La représentation, c'est ultra politique dans tous les cas. Mais donc voilà, ça vient de là en fait. Et là, bientôt, on organise ce dimanche 19, là, on organise la 4e marche des visibilités de Saint-Denis. Et c'est la 6e qu'on organise. Donc l'épisode sera diffusé après, mais on va y revenir. Le mois de juin est un mois important pour la communauté LGBTQ+, et on va y revenir. Donc je t'ai un peu coupé. Donc il y a un collectif qui se mobilise pendant le Covid sur les réseaux. Donc tu fais la demande à la préfecture. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, il me semble qu'on a eu un refus par rapport au Covid, etc. Sauf qu'on décide de continuer. On s'est dit, la place publique est à nous, on a le droit d'être là. Donc, ça commence à monter. Donc, on crée un groupe Facebook, là, on commence à discuter, on commence à parler des slogans, etc. On commence à mener des ateliers pancartes. Il faut savoir qu'on a organisé une marche en même pas 2 semaines. Une marche, c'est vraiment une très grosse organisation. On se rend pas compte, on a l'impression qu'il faut venir juste dans la rue. Non, c'est vraiment juste administrativement, c'est compliqué. Et pour pas que ça se retourne contre nous, parce que s'il y a un problème, il faut des assurances, il faut le déclarer, il y a des rendez-vous, il y a les pancartes organisées forcément. Vous lancez sans autorisation préalable ? Sans autorisation préalable, on organise cette marche. Ok. Sachant que la ville de Saint-Denis était déjà de notre côté, parce que la maire qui est actuellement élue, en fait, c'est l'une des personnes politiques qui a toujours soutenu publiquement les personnes LGBTQ. Dès le début ? Ouais, dès le début. Sauf que nous, dans tous les cas, parce qu'en fait, il y avait les élections régionales à cette époque, on a décidé de ne pas s'associer aux personnalités politiques, mais plutôt de dire aux personnalités politiques s'ils veulent venir, ils viennent, mais ce ne sera pas une réappropriation, une appropriation, on va dire, pour les élections. Pas de récupération politique. Exactement, pas de récupération politique. Et donc, tout le monde a joué le jeu, à peu près. Et donc, voilà, on organise cette marche le 16 mai 2021. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Moi, dans ma tête, je me suis dit, allez, on va être 200. On a été 1500, 2000. En tout cas, enfin bref, c'est les chiffres difficiles de savoir. Donc c'est 1500 ou 2000. Donc au Jardin de l'État, je pense que nous tous, on a tous été très émus de cet événement-là, parce que c'est la première fois où on peut parler d'une communauté. Je pense que ça a été difficile avant de parler de communauté LGBTQ+, avant. C'est la première fois où on se rassemble autour d'une cause. C'était super émouvant. En tout cas, moi, j'ai pleuré. Moi je te le dis, j'ai eu les larmes aux yeux devant mon Instagram quand j'ai vu ça. Bien sûr. Parce que j'ai quelques années de plus que toi et j'ai toujours été proche de la communauté LGBTQIA+. À l'époque, il y avait un lieu où il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le Boys puis le Prince. Ouais. Où voilà, c'était le lieu de la communauté. Et du coup, la question que je te renvoie, c'est pourquoi si tard selon toi ? Pourquoi si tard ? Parce qu'en fait, les personnes qui étaient à la tête des associations, parce qu'en fait, c'est censé être un travail d'association, en fait, normalement. Il normalement. faut qu'il y ait une volonté associative pour lancer le projet, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait une volonté associative, parce que c'est vraiment des démarches, il faut s'y connaître un tout petit peu. Je pense qu'il n'y avait pas une bonne analyse des besoins, en fait, des personnes LGBTQIA+. Okay. Enfin, je veux dire, j'ai pas été toute seule, il y avait plusieurs personnes qui se sont associés à la marche. Et donc, il y avait une question de représentation créole, lesbienne, gay, non-binaire. Et je pense que c'est vraiment une question de représentation. Je pense que ça vient de là, que ça a fonctionné en 2021. Après, il y a eu ce travail de fond, c'est-à-dire que c'est bien avant l'association Recoin. Moi, je travaille sur toutes ces questions-là de manière publique et assumée, on va dire depuis environ 2016, avec le projet PD pour demain, etc. Voilà, il y avait déjà un travail de fond. C'est pas arrivé comme ça, parce que c'est vrai, ça peut être un peu romantique de dire qu'on organisait ça en 2 semaines. Non, il y avait vraiment un travail avec une communauté qui travaillait pour cet événement. Après, ça s'est pas arrêté à là. Mais voilà. Donc le succès a dépassé finalement vos attentes ? Bien sûr. Quelle retombée ? Qu'est-ce que tu en retires après Donc là, ça va être la 3e ? La 4e. 4e déjà ? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en retires ? Donc, déjà, c'est un succès la première édition, mais qu'est-ce que tu en retires déjà après la première édition ? Tu te dis tout de suite, on l'a refait. Qu'est-ce que. C'était quoi ? Alors, la première édition, je pense qu'on n'a jamais eu une couverture médiatique pour les personnes LGBT créoles réunionnaises, que ce soit au niveau local, national et même international. Donc, en termes de visibilité et montrer nos besoins, les médias ont été là. Donc, déjà, d'une part, je pense que c'est un pari qui était gagné.
D'autre part, très vite, la ville de Saint-Denis nous propose de faire le premier centre LGBT de l'océan Indien. Ce qui veut dire que ça implique d'autres financements, ça implique un lieu dédié aux personnes LGBTQIA+, ça implique d'autres projets comme un espace d'archives, un espace de documentation, une prise en charge sociale, psychologique de la part de l'association Horizon. Donc c'est vraiment d'autres financements. Et ça veut dire que politiquement, il y a eu un engagement fort dès le lendemain de la marche des visibilités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... Magnifique. C'est-à-dire qu'il y a eu une étincelle et que c'était pas juste un one-shot. Il y a eu vraiment ce qu'on voit moins, finalement. Cette marche des visibilités, ça a permis d'enclencher des nouveaux projets de création. Enfin, il y avait déjà une communauté, mais en tout cas de lieux et d'éléments forts pour pouvoir constituer cette communauté, quoi. Et une aide autour des problématiques. Clairement, dès le lendemain de la marche, on avait des rendez-vous avec des représentants et représentantes de mairie. Et donc voilà, on a ouvert dès le mois de novembre ensuite, parce que du coup, on a eu un lieu, on a fait des travaux. On a ouvert dès le mois de novembre le premier centre LGBT de l'océan Indien. On a eu des financements parce qu'en fait, Requeer, en fait, c'est une association, on va dire, plutôt culturelle. Et donc, on a organisé un festival LGBTQIA+, qui s'appelle Semaine Requeer, qui a eu lieu à la Cité des Arts à Saint-Denis, et du coup, qui a connu une édition chaque année jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Et très vite, on a eu le soutien donc de la région, de la ville de Saint-Denis, de l'État aussi. Et donc, les années suivantes, plus on organisait, plus on avait du soutien. Et on a ouvert ensuite le mois des visibilités l'année suivante, en 2022. Donc, ça a été plus de 40 événements en 6 semaines. C'est quelque chose qui est reconduit sur plusieurs années. Du coup, c'est plutôt le mois de mai. Le mois des visibilités, c'est le mois de mai et le mois de juin. En fait, la spécificité, mais c'est notre spécificité à nous, c'est qu'en fait, on voulait pas forcément calquer sur le mois de juin comme le mois des fiertés qu'on connaît internationalement, il me semble. Oui. Nous, on a voulu plutôt l'organiser autour de la marche des visibilités. En fait, on organise la marche sur le premier samedi au dimanche suivant le 17 mai. Parce que le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ok, super. Donc il y a vraiment un sens dans le mois de mai, le mois de juin. Donc tu me l'apprends aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'épisode est diffusé sur le mois de juin, qui est le mois classique des visibilités. Bien sûr. Mais du coup, à La Réunion, tu l'expliques, ça a du sens de le faire parce que ça suit un jour précis. Donc très clair. Je suis ravi de l'apprendre. Il y a aussi le 16 mai qui est la journée du vivre ensemble, il me semble. Et aussi, je pense, c'était pour ne pas se perdre en termes de visibilité, c'est-à-dire le fait d'être visible dès le mois de mai, ça permet d'être un peu focus sur ce qui se passe à La Réunion et ne pas être perdu dans ce qui se passe internationalement. Donc il y a vraiment un travail de visibilité, de réflexion par rapport à ça. Voilà. Impressionnant. Est-ce qu'il y a eu plus de monde aux autres éditions que la première, ou c'est la première qui a réuni le plus de monde? Non, sur les autres éditions, on a été donc à Saint-Denis entre 3000 et 3500. La troisième, on a été 3500, pareil. Magnifique. Sachant qu'à partir de 2022, on organisait 2 marches. Donc une à Saint-Denis, une autre à Saint-Pierre. C'est-à-dire en même pas 6 semaines d'écart, on organisait 2 marches depuis 2022. Ok. Et donc ce qui veut dire qu'à Saint-Pierre, nous, à chaque fois qu'on organisait, on était entre 1500 et 2000 à Saint-Pierre. Et c'était un autre public. Les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de venir dans le Nord. Exactement. Après, je m'étais rendu compte que la première marche, il y a eu beaucoup de participants et participantes du monde de la culture. Et les années suivantes, il y avait vraiment beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes mineures. Bon, avec le temps, ensuite, on a fait d'autres projets qui fait que on essaie de faire des événements plus intergénérationnels. Donc, il y avait plus de personnes de tout âge sur la 3e édition. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a différents types de publics, mais sur la première marche des visibilités de Saint-Pierre, il y avait beaucoup de jeunes. Ok. Encore bravo pour tout cet événement, et ça porte bien son nom, la marche des visibilités, puisqu'on le voit dans ce que tu nous racontes, c'est que finalement ça a eu de grandes retombées et ça allait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, une simple marche. Maintenant c'est devenu un mois, un festival avec des vraies actions concrètes et sociales. Maintenant il y a un autre chapitre que je voulais ouvrir avec toi, alors qu'on a déjà un peu abordé à travers notre conversation. C'est vraiment ce qui fait notre spécificité, c'est l'intersectionnalité entre la culture réunionnaise et l'identité queer. Ouais. Comment tu perçois la place de la culture réunionnaise dans ton identité queer, et inversement, comment tu perçois ton identité queer dans la culture réunionnaise? Alors, tu as déjà commencé à répondre. Ouais. Quelles sont les spécificités? J'ai envie de te dire, au-delà des stigmates, est-ce qu'il y a aussi des points plus positifs d'avoir ces deux identités? Oui, alors...
Actuellement, je ne sais pas si c'est le bon point de départ pour en parler, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Magic Queer. En fait, Magic Queer, c'est un livre qui parle de la culture LGBTQ+, et de la culture créole. Donc, c'est divisé en 5 épisodes. Le premier épisode, par exemple, c'est une relation homosexuelle entre deux personnes esclavisées à la période donc coloniale à La Réunion. Ça me permettait en fait de faire exister une relation homosexuelle dans cette période. Et c'est né surtout d'une discussion que j'avais eue avec Françoise Vergès qui me disait qu'il n'y a pas d'archives qui parlent de ça et qu'il faudrait en créer. Et donc c'est là où est venue l'idée d'en faire une fiction, c'est-à-dire une fiction qui vient réparer des imaginaires qui ont été traumatisés par la haine LGBT. Et donc je le rends visible à travers cet épisode-là, donc ce chapitre. Mais il y a d'autres chapitres. Le chapitre 2, c'est l'histoire d'une personne qui fait du voguing, qui est réunionnaise, et qui vient mailler donc la culture du voguing, qui est une danse d'émancipation des personnes racisées LGBT, qui a vu le jour aux États-Unis, parce qu'il y avait des personnes, on va dire plutôt des personnes trans et gays qui n'étaient pas beaucoup représentées dans la culture mainstream, mais surtout dans la culture de la mode, etc. Et donc il y a une danse qui s'est créée autour de tout ça. On en parle beaucoup dans l'épisode avec Luna Ninja, notamment. Absolument. Et d'ailleurs, Luna Ninja, c'est la personne qui est dans le chapitre 2 de ce livre. C'est la personne qui représente. C'est l'inspiration. Exactement. Dans ce chapitre-là, elle vient mailler la culture du Maloya à la culture du voguing. Sachant qu'en fait, la culture du Maloya, c'est vraiment une culture en réponse face à l'esclavagisme, une culture qui est née donc dans les plantations, une culture de résistance. Pareil pour le voguing, culture de résistance face à, justement à la haine LGBTQ+, et le racisme. Et donc, dans cet épisode, je maille en fait ces deux cultures-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses dans la culture réunionnaise qui pouvaient être puisées en fait concrètement et qui pouvaient ressembler aux discriminations vécues par les personnes LGBT. Par exemple, dans l'épisode 1, je compare l'expérience de la fuite, de la technique de la fuite comme résistance, c'est-à-dire que la fuite en tant que personne esclavisée, donc on les appelle les marronnaires qui sont partis dans les hauts de l'île pour résister. Dans l'épisode 1, en fait, je compare cette fuite-là à la fuite en tant que personne LGBT, la fuite familiale pour s'émanciper et aller, par exemple, dans les grandes capitales pour s'épanouir. La fuite dans les grandes villes, parce que comme tu dis, pour l'émancipation de beaucoup de jeunes LGBTQA+, quand on est en hexagone, souvent la fuite vers les grandes villes, notamment Paris, et pour nous à La Réunion, la fuite vers le continent et l'hexagone. Est-ce qu'il y a d'autres points communs entre ces deux cultures ? Enfin, ces deux cultures, tant qu'elles sont séparées, puisque tu le montres bien avec tes actions, elles ne sont plus séparées. Le but, c'est de lier ces deux cultures. Oui, bien sûr. En fait, pour moi, mon projet artistique, mon projet politique, ça a été justement de se dire en fait que les personnes LGBT réunionnaises existent et on est sur le territoire réunionnais, donc notre identité lui-même, c'est à la croisée de multiples discriminations. Donc encore une fois, c'est vraiment l'intersectionnalité. Je pense que à chaque fois qu'on vit des moments de domination, de discrimination, il y a forcément une réponse. Une réponse, que ce soit à travers la musique, à travers la danse, à travers une marche, mais il y a toujours une réponse face à ça. C'est pour ça que le Maloya existe, c'est pour ça que le voguing existe. Voilà. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la fabrication d'une culture en réponse aux dominations. D'une culture et d'une histoire. Enfin, moi, je te le dis encore une fois, en fait, vous avez écrit l'histoire du mouvement, parce que cette marche, c'est un élément fondateur, tu le montres bien à travers notre discussion, c'est un élément fondateur de la culture queer de La Réunion et au-delà des Outre-mer. Souvent, j'ai vu sur les pancartes que cette communauté queer des Outre-mer existe. Et tu as eu aussi des échos, du coup, des autres rom-coms sur ces questions-là ? Bien sûr. Alors, je sais qu'il y avait eu des tentatives de marche dans les autres rom-coms qui n'a pas forcément fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas sur ces territoires-là. Mais par contre, on a eu beaucoup de soutien de la Guyane, Martinique, Guadeloupe. Et j'ai d'ailleurs rencontré plusieurs personnes qui sont à l'intérieur de ces associations-là, qui a une volonté de faire des marches, d'organiser des événements. On espère qu'ils y arriveront aussi, quoi. Mais Clairement. pour l'instant, c'est vraiment une première, donc à La Réunion. Il me semble, je sais qu'il y a eu des tentatives qui n'ont pas eu peut-être le même succès qu'à La Réunion, mais il y a des événements qui sont quand même organisés dans les autres rom-coms. Mais je pense que ça révèle aussi certaines choses, c'est-à-dire qu'il manque de moyens, c'est-à-dire qu'il faut en fait des personnes qui puissent avoir les moyens de travailler là-dessus, parce que par exemple le faire sur 4 ans, c'est un travail qui est super difficile et qui, moi je pense, ça nécessite de l'argent, on a besoin d'embaucher des gens pour y travailler, parce qu'en fait c'est un travail de tous les jours, on n'a vraiment plus le temps. Moi je peux le faire parce que je suis artiste indépendant, c'est-à-dire qu'en fait il y a de temps en temps je travaille sur Requeer en tant que résident
et de temps en temps sur mon travail artistique. Donc, je gère ma vie comme ça, même si on va dire que ça ne me paye pas ma nourriture. Et à la fin du mois, quoi. Voilà. Mais c'est parce que c'est une volonté militante. Mais voilà, c'est pas des associations qui sont accompagnées forcément structurellement, qui sont pas accompagnées forcément par l'État ou les villes, etc. Ce que tu dis, c'est que l'association, c'est bien, mais il a fallu des relais politiques pour vraiment que ça prenne de l'ampleur et que ça fonctionne. Ça facilite pas. Après, moi, je sais que maintenant que Requeer a un peu plus de visibilité, on a un peu plus de facilité à organiser des choses. Mais je sais que c'est plus difficile à organiser cette marche dans une autre ville à La Réunion. C'est parce que les villes veulent bien nous accueillir. Les efforts déployés pour organiser des événements, quand une ville ou quand l'État ou quand une région t'aide, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas du tout les mêmes efforts. Ouais, il faut une volonté politique. Clairement. Il faut une mise à disposition de lieux, il faut des choses comme ça. Mais l'étincelle, ça reste grâce à vous et grâce à la volonté que vous avez mis en place. Mais tu l'expliques, il faut quand même des relais. Ah oui, mais sans ça, ça n'existe pas. De toute façon, sans l'association Requeer ou sans les associations, sans les volontés militantes, c'est les militantes qui font le lien. Parce que, je veux te dire, c'est pas uniquement une volonté politique. En tout cas, je pense pas que ça viendrait d'une volonté purement politique. Ça prendrait pas. Sûr. En tout cas. C'est sûr. Il faut qu'il y ait des relais qui sont en lien avec les populations visées, avec le terrain. Alors, comment la culture réunionnaise peut-elle, à ton avis, davantage inclure et célébrer la diversité des identités sexuelles et de genre ? Parce que on voit bien qu'il y avait un manque de représentation que vous avez essayé avec Requeer d'équilibrer, pour ainsi dire. Et comment on peut aller encore plus loin, à ton avis ? Moi, j'avoue que au début, quand je commençais à proposer la marche et Requeer, souvent je disais que c'était la culture réunionnaise qui ralentissait en fait l'émancipation des personnes LGBTQIA+, et notamment la situation géographique, c'est-à-dire que par exemple, le fait que ce soit une petite île et que du coup l'île ne permet pas l'anonymat comme dans les grandes capitales du monde, la forte présence de la religion et de son instrumentalisation qui empêchait en fait l'émancipation, etc. Mais malgré tout, c'est devenu une force parce que vu que l'île est assez petite, du coup, ça permet en fait d'être présent assez facilement sur le territoire et d'avoir une présence médiatique pour justement combler les lacunes en termes de travail pour l'émancipation des personnes LGBTQIA+. Et donc, moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des propositions artistiques. Quand on parle de la culture réunionnaise, il y a pas mal de personnes qui chantent maintenant et qui militent en même temps pour les personnes LGBTQ+. Je pense à Oru, je pense à Louise, je pense aussi à Yannick Perilla, qui de par leur travail artistique, en fait, permet de grandir en termes de visibilité. Clairement. Yannick, avec qui tu formes un duo aussi, vous avez fait plusieurs titres ensemble. Exactement, et qui continue maintenant à travailler pour la visibilité des personnes LGBTQ+, mais pour sa visibilité aussi. Qu'on aura bientôt à notre micro, Yannick, je lui ai déjà proposé. Ah, trop bien. Bon, ben, en plus, c'est le parrain de l'association Requeer, nouvellement, avec Kylie Klein, qui est marraine de l'association Requeer. Mais voilà, je pense que ces musiques dancehall, etc., participent d'une part à la culture réunionnaise et à la culture LGBTQ+. C'est vraiment des créations au croisement de tout ça. Mais il y a d'autres artistes plasticiens, par exemple Abel Techer, qui lui propose plutôt des peintures situées à La Réunion avec la culture réunionnaise, qui par exemple associe la culture du bataille coq à la question de la masculinité toxique. Enfin voilà, il y a pas mal d'artistes. Il y a Mado 974, qui est une chanteuse à La Réunion. Enfin voilà, il y a quand même un vrai noyau culturel qui avance. Il y a vraiment toute une esthétique créole. Enfin, je sais pas si on peut parler d'une esthétique, mais en tout cas de personnes qui revendiquent leur identité créole et leur identité queer. Si, on peut parler d'une esthétique créole. On le revendique, en tout cas. En tout cas, oui. Toi, tu le revendiques dans chacun de tes travaux, avec des formes très diverses. Alors, c'est un peu plus personnel, mais aujourd'hui, on voit la cause que tu as fait clairement avancer avec vos actions, avec l'association, avec ton travail artistique. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais aux jeunes queers qui souhaitent s'exprimer à La Réunion ou qui ont du mal à s'exprimer? Et c'est une question un peu bateau, mais quel conseil tu donnerais aux jeunes Brandon avant qu'ils s'assument ou à des personnes qui sont dans ta situation aujourd'hui, qui sont de jeunes queers à La Réunion? En tout cas, moi, je dirais à toutes ces personnes-là de ne pas s'inquiéter. Il va arriver un moment où vous allez pouvoir vous assumer pleinement. À un moment donné, il y aura un cadre pour vous déployer. La communauté LGBTQ+, elle est très accueillante. N'hésitez pas à aller vers les associations, de rencontrer, de venir aux événements. Je sais que c'est tout à fait difficile. Moi qui ai vécu à Saint-Benoît toute ma vie, jamais j'aurais pu aller à un événement à Saint-Denis, c'était déjà trop loin, mais c'est
par rapport à ma réalité. Donc, il n'y a pas encore assez d'événements sur tout le territoire. Mais il faut venir, il ne faut pas hésiter à se connecter sur Instagram, Facebook, sur les réseaux sociaux. Parce que ça aide, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça a été un peu le liant de tout ce qui s'est passé. Voilà, ne pas avoir peur d'être en complet refus de toutes ces discriminations, de toutes ces violences. C'est pas normal. Et les associations sont là. Les gens seront là, quoi qu'il arrive. Parfait. Y a-t-il une question qu'on ne t'a pas posée en interview et que tu rêverais qu'on te pose? Je sais pas. Mon Dieu. Non. Franchement, là, j'ai pas de... Très bien. Il y a quelque chose que t'as pas dit dans cet entretien que t'aimerais dire avant qu'on... J'ai envie de dire merci, Bat Carré, quoi. C'est trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Franchement, c'est trop bien de pouvoir faire rayonner, pour utiliser le mot, nos paroles, nos voix. C'est très important. C'est important d'archiver parce que ce sont des paroles, ce sont des actions qui, en fait, avec le temps, peuvent se perdre. Et je pense qu'avoir des supports, c'est super... la question d'archive, elle est vraiment très, très importante. Et les podcasts, je trouve que c'est un très bon format pour tout ça. Et prendre le temps de se poser des questions. 2 dernières questions, du coup. Quel Réunionnais ou Réunionnaise devrions-nous tous connaître? T'en as cité beaucoup, et c'est top. On mettra les références aussi sur Instagram et dans l'interview. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qu'on n'a pas citée aujourd'hui et qu'on devrait tous connaître? Alors, vraiment un bon nom, alors. Je peux réfléchir un tout petit peu? Bien sûr. T'as cité Françoise Vergès. On va avoir notre micro prochainement, qui fait beaucoup pour parler de notre culture. Ah oui, Françoise Vergès, franchement, c'est elle qui m'a beaucoup conscientisé, éduqué sur toutes ces questions-là. Elle a mené un gros travail et c'est un travail à restituer aussi parce qu'on a tendance à vouloir diminuer avec le temps. Enfin bref. Non, mais Yannick Périen, moi j'aime bien Yannick Périen parce que c'est quelqu'un de très complexe et intéressant parce que c'est mon meilleur ami, mais aussi parce que c'est quelqu'un de très intéressant à découvrir, notamment pour toute la culture populaire qu'il amène. Voilà. Eh ben, on l'aura bientôt au micro. Il a déjà validé qu'il serait ravi de venir ici. Donc, bientôt l'interview de celui qu'on doit absolument connaître. Trop bien. Je ne sais pas si je garderai cette dernière question. Je voulais la poser avant, mais tu as un peu répondu. Mais as-tu observé une évolution des mentalités et des politiques publiques vis-à-vis de la communauté LGBTQ+ à La Réunion? Est-ce que surtout, tu as vu une évolution des mentalités depuis 4 ans? Alors oui, il y a complètement une évolution depuis 4 ans. C'est-à-dire que maintenant, on a des liens directs avec des conseillers à l'État, à la région, dans les villes. Des discussions qui n'étaient pas du tout possibles il y a 4 ans de ça. Il y a des relations qui se sont faites et donc il y a des choses qui peuvent être mises en place de manière beaucoup plus simplement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces personnes-là qui composent ces structures permettent de se rendre compte en fait des problèmes. Donc ils sont confrontés à ça et donc peuvent répondre de manière plus juste et de manière plus rapide à toutes ces problématiques-là. Parce que toutes ces structures-là, ils ont de l'argent et c'est de l'argent à diriger. Et donc, c'est de l'argent qui va être mieux dirigé quand on est dans de meilleures relations, bien qu'on ne soit pas du tout d'accord forcément sur tout, sur le fond, sur la forme. Par contre, être en discussion, c'est comme ça qu'en fait, qu'on arrive à faire une société, qu'on arrive à mieux gérer une société. C'est de pouvoir échanger, partager et exprimer ses colères et ses joies aussi de temps en temps. Donc voilà, je pense qu'il y a ça qui a évolué. Honnêtement, il y a beaucoup plus de moyens qui sont déployés. Il y a des lieux qui s'ouvrent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus identifiés. À une époque, on n'était que 2 associations. Maintenant, je ne sais pas si je peux compter les associations LGBTQ+ sur une main. Cette année même, je crois qu'il y a 4 associations qui s'est ouvertes. Et effectivement, du coup, maintenant, étant donné qu'il y a autant d'associations, je pense que maintenant, les débats vont être beaucoup plus rudes, beaucoup plus intenses. Mais c'est justement ça qu'il faut. C'est ce qui va faire évoluer les choses. C'est qu'il y a beaucoup plus de paroles. D'avoir plus de voix, quoi. Plus de voix pour créer un projet. C'est ça. Eh ben, merci, Brandon. Tu peux être fier de tout ce que vous avez entrepris avec ce début de projet, parce que ça n'est que le début de Requeer, ce n'est que le début des marches des visibilités et des différentes festivités et des différents projets autour de cette communauté. Donc moi, je tenais encore une fois à te remercier pour tout ce que tu as fait pour la communauté et pour la culture de La Réunion, en fait, parce que c'est pas juste communautaire, c'est pour La Réunion et les dom-toms, comme tu l'as dit, ça rayonne et c'est un message fort qu'on est ravis à notre échelle de propager avec cet entretien. Merci beaucoup.
Et où on peut te retrouver, du coup, si on veut retrouver ton travail, tes projets? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, donc Brandon-Gercara, Gercara. Sur Facebook, j'ai un site internet aussi, c'est brandonjacara.com. Ok, qu'on mettra en description de l'épisode. Merci Brandon. Bien. Avec plaisir. Bye bye. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on retrouve!